Elle n'a pas de tourelle. Elle ne sait pas manœuvrer rapidement. Mais un seul de ses coups arrête un convoi ferroviaire. Le SU-152, surnommé le « tueur de fauves ». Ce matin-là, le brouillard dissimulait non seulement un canon automoteur soviétique, mais un véritable monstre, s'apprêtant à frapper au cœur même de la colonne ennemie. Dans cet épisode, nous analyserons l'anatomie de l'embuscade parfaite. Pourquoi le commandant a-t-il ordonné de laisser passer le char de tête allemand, risquant ainsi la vie de tout l'équipage? Comment fonctionne un obus qui, à l'impact, ne perce pas le blindage, mais aplatit simplement le char ou lui arrache la tourelle grâce à une énergie cinétique monstrueuse? Vous verrez comment la détonation d'un camion de munitions crée un couloir de vide dans le brouillard et pourquoi, après le combat, il ne restait sur la route qu'une catastrophe industrielle. Aucune magie, juste la physique brutale du calibre 152 mm. Regardez jusqu'au bout, le dénouement de ce duel vous choquera. 1944, Ukraine occidentale, petit matin. Le monde est noyé dans le lait. Un brouillard épais et tangible rampe dans la dépression, dissimulant les contours du paysage, transformant la réalité en un voile gris et impénétrable. La visibilité est nulle, réduite à quelques dixièmes. L'humidité est telle qu'on pourrait boire l'air. Mais ce n'est pas le lieu pour la poésie. Ici, à la jonction de deux vecteurs d'attaque, le brouillard n'est pas un phénomène atmosphérique, c'est un facteur tactique. C'est une variable dans l'équation de la survie qui fonctionne dans les deux sens. Elle nous cache, mais elle cache aussi celui qui vient pour tuer. Le lieutenant de la garde coupe l'arrivée de carburant. Le diesel 12 cylindres V2K, développant 600 chevaux, éternue une dernière fois et se fige. Le fracas qui déchirait les tympans cède la place à un silence ouaté, oppressant. Ce silence est plus lourd que le bruit. On y entend refroidir les 45 tonnes et demie d'acier blindé de l'Oural. On entend le métal craquer en se contractant après sa température de service. On entend les gouttes de condensation, nées de la différence de température entre le blindage et l'air matinal, ruisseler le long des soudures de la casemate. Le canon automoteur SU-152. Ce n'est pas un char. Elle n'a pas de tourelle, pas le droit à l'erreur dans la manœuvre et pas le luxe d'un tir circulaire. C'est un bunker mobile. C'est un marteau, posé sur le châssis chenillé d'un char lourd KV-1S. Une machine créée non pas pour danser sur le champ de bataille, mais pour une seule chose: l'anéantissement frontal de toute matière osant se dresser sur sa ligne de feu. À l'intérieur de la casemate, ça sent l'huile chaude, le gazole brûlé et l'odeur âcre et tenace de la poudre consumée qui ne s'évapore jamais. La ventilation ne suffit pas. L'équipage respire ce cocktail et leurs poumons sont habitués depuis longtemps à filtrer les fractions lourdes de la guerre. « Mécanicien, coupe-tout !» La voix du commandant dans l'interphone résonne sèchement, sans modulation. Ce n'est pas une demande, c'est un changement de mode opératoire du système. « Bien, je coupe !» répond le mécanicien conducteur. Grincement des leviers, claquement de l'interrupteur. Maintenant, nous faisons partie du paysage. Un rocher d'acier oublié par un géant au bord de l'histoire. Nous sommes stationnés dans un massif forestier, couvert de branches et d'un filet de camouflage qui, gorgé d'humidité, pèse maintenant 3 fois son poids normal. La position n'a pas été choisie au hasard. Le commandant, ingénieur civil dans une autre vie, a regardé la carte non pas comme un fantassin cherchant un abri, mais comme un architecte planifiant la démolition d'un bâtiment insalubre. Le bâtiment, dans ce cas, est une colonne de blindés d'élite de la Wehrmacht. La géographie travaille pour nous. À gauche, un marécage impraticable, une tourbière capable d'engloutir un char moyen en 15 minutes. À droite, une pente rocheuse abrupte s'élevant à 40 degrés. Entre les deux,
l'étroit remblai de la digue, seule route solide sur ce secteur du front. C'est une impasse géographique, un piège créé par la nature. Il ne nous restait plus qu'à tendre le ressort. Nous savons qu'ils passeront par là. Les renseignements ont signalé le mouvement d'un bataillon de chars lourds, des tigres, des panthères, des canons automoteurs Ferdinand. Les ingénieurs allemands ont créé des machines magnifiques, techniquement parfaites, dotées d'une excellente optique et de canons puissants. Mais toute technique a ses limites de franchissement. 60 tonnes d'acier allemand ne passeront pas par le marais. Ils sont obligés de se serrer sur la route, comme un fil dans le chat d'une aiguille. Et nous sommes l'aiguille. À l'intérieur du compartiment de combat, on est à l'étroit. 5 hommes d'équipage enfermés dans une boîte en acier avec les munitions. 20 coups à chargement séparés. C'est peu. Catastrophiquement peu pour un combat prolongé. Mais chaque obus ici est un argument de poids. L'obus explosif à fragmentation 530 OF 540 pèse 43 kg et 560 g. L'obus anti-béton 530 G 545 pèse 48 kg et 780 g. Près d'un demi-quintal de morts dans un seul bloc. Le chargeur est assis, le dos appuyé contre le râtelier à douille. Ses mains sont noires de graisse, ses muscles détendus, mais c'est une détente trompeuse. Dans un instant, il devra remuer ses lourdes charges au rythme de 3 coups par minute. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la physiologie. C'est un travail de débardeur en enfer. Le commandant se colle au panorama Hertz. Dans l'oculaire, seulement une grisaille trouble. Le brouillard cache les repères, brouille la distance. Chargeur, explosif, fusée sur impact. La commande chuchote dans les écouteurs des casques. Compris, explosif, répond l'écho. Claquement de la culasse. Respiration lourde. Le bruit du métal glissant sur le métal quand l'obus pénètre dans la chambre de l'obusier canon ML20S. La douille avec la charge propulsive suit. La culasse se ferme avec un bruit dense caractéristique, coupant le monde extérieur de la chambre de combustion. Désormais, entre nous et l'ennemi, il n'y a que le percuteur et l'amorce. Canon ML20 de calibre 152 mm. Longueur du canon, 29 calibres. Vitesse initiale de l'obus, 655 mètres par seconde. L'énergie cinétique à la bouche est telle qu'elle peut arrêter un train. Ce n'est pas un fusil de précision, c'est une masse. Mais entre les mains d'un tireur compétent, cette masse frappe avec la précision d'un scalpel. Nous n'avons pas l'intention de percer le blindage des tigres. Nous allons leur arracher les tourelles, briser leur train de roulement, transformer les équipages en chair à pâté, commotionnés par un coup d'une force monstrueuse. La loi de la conservation de la quantité de mouvement joue ici contre l'école de conception allemande. Le silence s'étire. Le temps, dans l'attente du combat, s'écoule différemment. Les secondes s'étirent en minutes, les minutes en heures. Le rythme cardiaque ralentit, s'ajustant au rythme du moteur qui refroidit. Il n'y a pas de peur. La peur est une émotion irrationnelle. Elle brûle l'oxygène et fait trembler les mains. Les mains ne doivent pas trembler. Les mains du tireur reposent sur les volants de pointage. Vertical, horizontal, micro-mouvement. Le canon respire à peine, suivant le regard de l'homme. Il fait froid dans la casemate. L'humidité matinale pénètre par les fentes des instruments d'observation, par l'écoutille ouverte du commandant. Mais personne ne tremble. L'adrénaline a déjà commencé à affluer dans le sang, rétrécissant les vaisseaux, aiguisant l'ouïe. Maintenant, l'équipage est un organisme unique. Il n'y a pas d'Ivan, de Piotr ou de Nikolai. Il y a une fonction de visée, une fonction de chargement, une fonction de pilotage,
une fonction de commandement. Si une fonction échoue, tout le système périt. « Liaison ?» demande brièvement le commandant. « Normal ?» Le radiotélégraphiste, qui est aussi le servant de culasse, ajuste les connecteurs. La station radio 10 RK26 grésille de statique. L'éther est muet. Les Allemands observent le silence radio. Ils sont disciplinés. Ce sont des professionnels. Nous respectons leur professionnalisme. C'est pourquoi nous leur avons préparé une mort dont ni le règlement, ni l'épaisseur du blindage frontal ne les sauveront. Le brouillard commence à se dissiper à peine, se déchirant par lambeaux. Les contours du rocher de référence apparaissent. Distance jusqu'au virage, 400 mètres. Distance de tir direct. La distance idéale pour que 48 kg d'acier et d'explosifs rencontrent leur cible. Nous attendons le son. Le son arrivera avant l'image. Le grondement basse fréquence des lourds moteurs Maybach, le cliquetis des larges chenilles broyant le gravier. Le son de l'inéluctable. Le commandant essuie le triplex avec un chiffon. La condensation gêne. « Attention par secteur !» Sa voix est calme, comme s'il dictait une liste de courses. Repère 1, le rocher. Repère 2, l'arbre sec. Secteur de tir, de la lisière du marais au rocher. Reçu, répond le tireur. Le canon tressaille légèrement, se fixant. Le verrou de route est retiré. La détente électrique vérifiée. La guerre, ce ne sont pas des attaques au cri de « Hurrah !» La guerre, c'est 90% d'attente et de boue, et 10% de travail sanglant et difficile. La phase d'attente se termine maintenant. Nous sommes assis à l'intérieur d'un piège d'acier, et le doigt est déjà sur la gâchette. Nous ne sommes pas des héros. Nous sommes des ingénieurs en démantèlement du nazisme. Et notre outil est prêt à l'emploi. L'outil est prêt, mais l'outil est mort sans opérateur. Et l'opérateur est aveugle, sans la compréhension de la physique du processus. Le chef de char, lieutenant-chef, concevait des ponts ferroviaires avant la guerre. Dans son monde, il n'y avait pas de concept d'ennemi ou de haine. Il n'y avait que charge admissible, limite de fatigue du métal et vecteur de force. Maintenant, en regardant dans le périscope, il ne voit pas un vallon pittoresque couvert de sapins, mais une structure d'ingénierie complexe, sujette à démolition. Son regard glisse sur le terrain, le décomposant en éléments. À droite, surplombe un massif calcaire, une roche friable, érodée, striée de fissures. C'est de l'énergie potentielle prête à se transformer en cinétique. À gauche, une plaine marécageuse dont la viscosité du sol dépasse toutes les valeurs admissibles pour le passage de blindés lourds. Entre les deux, le remblai. Une étroite bande de gravier compacté et de terre, élevée de 2,5 mètres au-dessus du niveau du marais. C'est la poutre porteuse de la future catastrophe. Si l'on brise cette poutre au centre, la structure s'effondrera. La colonne de la Wehrmacht n'est pas simplement un ensemble de véhicules. C'est un flux de liquide s'écoulant dans un tuyau. Le flux a une densité, une vitesse et une pression. Si l'on bouche le tuyau à l'avant, la pression augmentera, mais le liquide trouvera une sortie vers l'arrière. Si l'on frappe la queue, la tête continuera son mouvement. La seule façon de détruire le système est de créer un coup de bélier au centre. Rompre le flux de sorte que ceux de l'arrière percutent ceux de l'avant et que ceux de l'avant perdent leur appui. Le commandant prend en main la tablette en celluloïd. Le virage est marqué sur la carte. Le rayon de courbure de la route impose une réduction de la vitesse de la colonne à 10 km/h. C'est la variable idéale pour l'équation de la rencontre entre le projectile et la cible. « Conducteur, courte, gauche !»
La voix du commandant est régulière comme un métronome. « Courte gauche, bien !» répond le conducteur. La machine de plusieurs tonnes tressaille. Les embrayages grincent, transmettant le couple à la chenille gauche. Le corps de l'automoteur pivote d'une fraction de degré. C'est le principal défaut de la configuration sans tourelle. Pour déplacer la visée horizontalement sur un angle significatif, il faut bouger tout le châssis. 45 tonnes et demie d'acier arrachent la mousse et le gazon, s'enfonçant dans le sol. Notre secteur de tir est étroit, seulement 12 degrés de chaque côté. C'est pourquoi le pointage grossier se fait aux chenilles et le précis au volant. « Stop !»« Bien, stop !» La machine se fige. Les oscillations du châssis s'éteignent en 3 secondes. Le commandant estime la trajectoire. Le canon ML-20S possède un chargement à douilles séparées et une balistique puissante. Mais c'est un obusier. L'obus a une trajectoire courbe. Ce n'est pas le tir tendu du canon anti-char ZIS-2 qui coud en ligne droite. Ici, l'obus vole en arc. Pour toucher un point à une distance de 400 mètres, il faut prendre en compte le dénivelé, la dérivation, la déviation de l'obus en rotation vers la droite, et même l'humidité de l'air. Le brouillard dense augmente la résistance du milieu. Pour l'instant, le réticule du panorama regarde dans le vide. Il n'y a rien là-bas, à part une brume grise et le tronc d'un vieux pin. Mais dans la tête de l'ingénieur, une croix est déjà posée là. C'est le point d'intersection du temps et de l'espace. Le point où, dans quelques minutes, se trouvera le centre de la colonne allemande. Les renseignements ont été précis. Au milieu se trouvent les camions-citernes et les camions de munitions. Des cibles molles, vulnérables. Le maillon le plus faible de la chaîne. Si nous frappons le tigre de tête, nous le détruirons. Mais les autres auront le temps de réagir, de sortir de la route, de faire demi-tour. Si par contre, 48 kg d'explosifs détonnent au centre, parmi les barils d'essence et les caisses d'obus, nous obtiendrons une détonation secondaire. Nous utilisons l'énergie de l'ennemi contre lui-même. C'est le principe du judo appliqué à l'artillerie. Hausse constante. Correction, demi-figure, dicte le commandant au tireur. Tourelle au volant à droite, 0,05. Correction faite. Les mains du tireur travaillent avec fluidité. Les engrenages du mécanisme de visée tournent dans la graisse épaisse. Le canon, semblable à un poteau télégraphique, se déplace légèrement, se figeant en position finale. Maintenant, le canon ne regarde plus la route, mais un peu plus haut, vers la saillie rocheuse surplombant l'endroit où passera le centre de la colonne, ou vers le flanc du camion qui se trouvera là. Le choix de la cible est situationnel, mais le secteur est défini rigoureusement. Le calcul technique repose sur la redondance des systèmes. Si le coup direct ne fonctionne pas, l'éboulement de roche fonctionnera. Si l'éboulement ne fonctionne pas, l'onde de choc jettera les véhicules du remblai dans le marais. Nous construisons un piège sans issue. À l'intérieur de la casemate règne une odeur de tension. Ce n'est pas une métaphore, c'est la chimie du corps. Le chargeur essuie la sueur de son front avec le dos de la main, laissant une traînée d'huile noire. Il a déjà préparé l'obus suivant, l'anti-béton 530G. Il repose sur le plateau, lourd, à tête plate, froid. Si le premier tir est explosif pour créer le chaos, le second doit être perforant pour achever les géants survivants. La logistique du meurtre exige de l'ordre. D'abord étourdir, puis démembrer. Le commandant vérifie sa montre. La trotteuse avance par à-coups. Tac, tac, tac. Le temps est aussi une ressource, et maintenant il se dépense en vain. Mais la précipitation est l'ennemi de l'artilleur. La précipitation mène au raté,
et un raté démasque la position. Nous n'avons droit qu'à un seul premier tir. Après lui, nous passerons du statut de chasseur à celui de gibier. L'énorme flash de Bush, le nuage de gaz et de poussière trahiront instantanément l'emplacement de l'embuscade. C'est pourquoi le premier coup doit être mortel. Il doit être si dévastateur qu'il n'y aura simplement plus personne pour riposter. « Vérifiez l'horizontale », ordonne le lieutenant. Le tireur regarde le niveau de dévers latéral. La bulle d'air dans le liquide du niveau s'est figée exactement au milieu. Parfait. Horizontale normale. Frein de recul, normal. Liquide dans le récupérateur, normal. Ce n'est pas l'appel des hommes, mais des nœuds du mécanisme. Nous nous vérifions nous-mêmes, comme nous vérifions la pression d'huile ou la tension des chenilles. Le facteur humain doit être exclu. Une main qui tremble, un oculaire embué, une sécurité oubliée, ce sont des détails qui coûtent la vie. En 1944, nous avons appris à exclure les détails. Nous sommes devenus des technocrates de la guerre. Le regard du commandant revient sur la carte. Le virage, la digue, la falaise. Dans son imagination, les vecteurs de dispersion des éclats sont déjà tracés. La zone de destruction totale d'un obus explosif de calibre 152 mm s'étend sur des dizaines de mètres. Les éclats sont lourds, gros, aux bords déchiquetés. Ils ne font pas que blesser, ils arrachent les membres, percent le blindage léger des transports de troupes, sectionnent les conduites de carburant. Ce ne sera pas un combat. Ce sera une exécution par la physique. Le brouillard à l'extérieur commence à mieux conduire les sons. La densité de l'air change. L'humidité agit comme un conducteur. Quelque part au loin, à la limite de l'audible, naît une vibration. Elle ne vient pas par l'air, elle vient par la terre, transmise à travers le fond de l'automoteur dans les jambes de l'équipage. Un grondement bas et rythmé. C'est le bruit d'une avalanche qui approche, ou d'une division blindée. Le calcul est terminé, les variables sont introduites, l'équation est posée, le signe égal est inscrit. Il ne reste plus qu'à obtenir le résultat. Le commandant range la carte dans sa sacoche, boucle la lanière de cuir. Le papier n'est plus nécessaire. Maintenant, seul l'acier et la réaction comptent. Il sent le sol vibrer sous ses pieds. Les tigres arrivent. Ils avancent avec assurance, arrogance, comptant sur leur calibre 88 mm et leur 100 mm de blindage frontal. Ils pensent être les rois de la chaîne alimentaire. Mais ils ne savent pas qu'ici, dans les buissons, ne se terre pas un simple prédateur. Ici se trouve une équipe qui a transformé le paysage en armes. Ils ne roulent pas sur une route. Ils roulent sur un champ de mines, où la mine est la géographie elle-même, multipliée par 152 mm d'arguments. La vibration augmente. Bientôt, elle se transformera en un son que l'on pourra entendre avec les oreilles et non plus sentir avec le diaphragme. Le commandant pose la main sur l'épaule du tireur. Un contact léger signifiant « attention ». Il n'y a pas de tendresse dans ce geste, seulement la transmission d'un signal de préparation. Le système est armé, les sécurités sont retirées. Nous attendons. Et le silence qui planait sur la forêt commence à se remplir de la lourdeur du métal en approche. Le brouillard change la physique de la perception. Il vole à l'homme la vue, principal outil d'évaluation de la menace, mais en échange, il aiguise l'ouïe jusqu'à une limite animale. Maintenant, alors que le voile blanchâtre obstrue les triplex, le monde se rétrécit au spectre acoustique. La lumière se diffuse et s'enlise dans les gouttelettes d'humidité, mais le son, dans cet air dense et saturé d'eau, se comporte différemment. L'humidité est un conducteur idéal. Elle densifie l'onde sonore, l'empêche de s'atténuer, la porte directement dans la casemate de notre automoteur. D'abord, ce fut un tremblement de terre à peine perceptible. Maintenant, c'est un véritable grondement à basse fréquence,
pressant sur les tympans avec la force d'une presse hydraulique. Ce n'est pas le bruit chaotique du combat, c'est le travail rythmé et lourd des mécanismes. La symphonie de la combustion interne de l'armée ennemie. Le commandant penche la tête, pressant l'écouteur de son casque plus fermement contre son oreille. Il analyse ce bruit, le décomposant en éléments comme un chimiste décompose une substance complexe. Dans le grondement général, un hurlement aigu et déchirant se détache. Ce sont les compresseurs et les ventilateurs des systèmes de refroidissement. Moteur à essence allemand Maybach 12230. 12 cylindres, configuration en V, 23 litres de cylindrée. 700 chevaux, qui tirent maintenant 57 tonnes de poids mort chacun. Ils travaillent à la limite. La montée sur le remblai de la digue oblige les moteurs à s'étouffer, à passer aux rapports inférieurs. J'entends les moteurs rugir, les conducteurs changer de vitesse, faisant gémir les arbres de transmission sous la charge. Au rugissement des moteurs se mêle un autre son, sec, métallique, cliquetant. Ce sont les chenilles. Celles des tigres sont larges, lourdes, avec un pas de maillon caractéristique. Elles broient le gravier de la route, émiettent les pierres. Ce son ne peut être confondu avec rien d'autre. Il résonne comme des milliers de marteaux frappant sur une enclume. Le cliquetis du métal contre la pierre. Le son de l'inéluctable qui approche. Le tireur est assis, agrippé au volant de visée. Ses jointures ont blanchi, sa peau est si tendue qu'elle semble prête à craquer. Il fait frais dans la casemate, mais une grosse goutte de sueur roule sur sa tempe. Elle contourne le sourcil, glisse sur la joue et tombe sur le col de la vareuse. Il ne l'essuie pas. Tout mouvement superflu est maintenant une perte d'énergie. La respiration du tireur est superficielle, rapide. C'est de l'hyperventilation. L'organisme pompe de l'oxygène dans le sang, se préparant à une activité explosive. Ce n'est pas de la peur, c'est une mobilisation physiologique. Distance. Le chuchotement du chargeur résonne comme un cri dans ce silence tendu. Le commandant regarde le chronomètre. Il connaît la vitesse du son. Il connaît la carte. Acoustique, 300, répond-il sans quitter le cadran des yeux. La tête de colonne passe le repère pain sec, 300 mètres. Pour l'artillerie de campagne, c'est la distance d'un tir de pistolet. Pour du 152 mm, c'est un tir à bout portant. La tentation d'appuyer sur la détente est colossale. La main du tireur a un spasme involontaire vers la détente électrique. Chaque instinct, chaque terminaison nerveuse hurle, tire, détruit la menace avant qu'elle ne te voie. La peur d'être découvert brûle de l'intérieur. Car nous sommes de flanc par rapport au secteur de vision possible du char de tête. S'il tourne sa tourelle maintenant, si le commandant du véhicule allemand remarque l'éclat de l'optique dans les buissons. « Cessez le feu !» La voix du commandant claque comme un coup de fouet. « Attendre !» Ce n'est pas un ordre à un soldat. C'est un ordre au système nerveux. Le commandant éteint la panique par la logique. Il voit la situation d'en haut, en volume. Pour l'instant, nous n'avons devant nous que la tête de colonne. 1 ou 2 chars. Si nous frappons maintenant, nous les détruirons. Mais la queue de la colonne, les forces principales, les camions de ravitaillement, les véhicules d'état-major resteront derrière le virage, couverts par la falaise. Ils entendront l'explosion, feront marche arrière et partiront. Nous gagnerons le combat, mais nous perdrons le dessein. L'objectif n'est pas simplement de tuer un char. L'objectif est de refermer le couvercle du cercueil. Tout le bataillon allemand doit s'engager dans le sac de pierre, du véhicule de tête à celui de queue. Ils doivent entrer sur l'étroit remblai,
serrés entre le marais et les rochers, privés de possibilités de manœuvre. Seulement lorsque le dernier camion aura passé le point de non-retour, nous refermerons le piège. L'attente est le travail le plus dur à la guerre. Plus dur que de creuser des tranchées dans la terre gelée, plus dur que de porter des caisses d'obus. L'attente épuise l'âme. Tu es assis dans une boîte en fer, tu entends la mort s'approcher à portée de bras, et tu n'as pas le droit de répondre. Ton cœur bat dans ta gorge, résonnant par pulsations dans tes oreilles, couvrant le bruit des moteurs. Mais tu dois rester immobile, transformé en pierre, en partie du mécanisme. Le bruit augmente, il devient physiquement dense. On dirait que l'air dans la casemate vibre en résonance avec les diesels allemands. Au grondement des chars s'ajoute le hurlement poussif des transports de troupes semi-chenillés. Les anomags suivent. Leurs moteurs travaillent dans des tonalités plus aiguës, stridentes et hystériques. On entend même des voix distinctes, des commandements en allemand, des phrases aboyées, sèches, déformées par la distance et le brouillard. Ils sont tout près. Ils se sentent en sécurité. Ils sont sûrs que ce secteur est propre, que les Russes se sont repliés au-delà de la rivière. Leur arrogance est notre carburant. J'entends celui qui ferme la marche, prononce doucement les radios. Dans le cœur général des moteurs, un nouveau timbre est apparu. Le grondement lourd et grave d'un autre tigre marchant à l'arrière-garde. La colonne est engagée. La souris est entrée dans la souricière et a tendu la main vers le fromage. Le commandant lève la main. C'est le geste qui arrête le temps. Tout l'univers s'est maintenant contracté en un seul point de l'espace, le réticule de visée. Toute la vie de l'équipage, tout leur passé et leur futur possible dépendent d'une seule décision, d'une seule seconde. La tension atteint son paroxysme. On dirait que le blindage de l'automoteur commence à faire des étincelles sous l'électricité statique de la haine accumulée. Le chargeur serre les poings si fort que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Le mécanicien conducteur s'est figé, enfoncé dans son siège, comme s'il essayait de fusionner avec le métal de la coque. Seul le commandant conserve le calme glacial d'un chirurgien avant l'incision. Son pouls est régulier, son esprit est clair. Il ne pense pas aux hommes dans les machines allemandes. Il pense au vecteur, à la masse de l'explosif, à la résistance des matériaux. Le grondement devient assourdissant. On dirait que les chenilles claquent directement sur le toit de notre casemate. La vibration se transmet à la culasse du canon, au râtelier d'obus. Les douilles teintent doucement dans leur logement. Le brouillard commence à luire, non pas du soleil, mais de la proximité du métal brûlant et des gaz d'échappement de dizaines de véhicules. « Parez à tirer !» souffle le commandant. Les mots tombent dans l'éther lourdement, comme des pierres dans l'eau. La sécurité du mécanisme de mise à feu claque, ouvrant la voie à l'impulsion électrique. Le circuit est fermé. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Nous ne les voyons pas, mais nous sentons leur masse. Des centaines de tonnes d'acier rampant sur l'étroite digue. Ils sont enfermés. À droite la falaise, à gauche le marais, devant et derrière leurs propres camarades. Ils pensent être une armée. En réalité, ce sont des cibles dans un stand de tir. Et nous sommes les seuls à avoir un fusil. La trotteuse fait son dernier tour. Le son des moteurs se fond en un rugissement unique et continu qui bouche les oreilles. C'est le son de la force. Une force brute, mécanique, teutonne. Une force qui, dans un instant, se heurtera aux lois de la physique dans notre interprétation. Le doigt du tireur se pose sur le bouton de la détente électrique. Doucement, sans tremblement. La pulpe du doigt
sent la bakélite froide. Entre la vie et la mort, il y a quelques millimètres de course de contact. « Du calme », dit le commandant, plus pour lui-même que pour l'équipage. Encore 5 secondes, qui s'approche plus près du point de rupture. 1. Le grondement des moteurs devient insupportable. 2. On entend les ressorts des camions grincer sous le poids des munitions. 3. Le brouillard commence à se déchirer sous le mouvement des grandes masses d'air poussées par les véhicules. 4. À travers le lait apparaissent des ombres sombres et anguleuses. 5. Le piège s'est refermé. Le calcul technique est terminé. Maintenant, la parole est à l'artillerie. Le voile blanchâtre du brouillard, qui semblait éternel, se déchire soudain. Ce n'est pas le vent, c'est le déplacement physique de la masse d'air. Du lait tourbillonnant au-dessus de la route émerge une géométrie étrangère à la nature. Des angles droits, des plaques verticales, le profil prédateur d'un frein de bouche. Le canon apparaît en premier. Un long canon de 88 mm KWK-36. Une arme capable de percer n'importe quel char de la coalition anti-hitlérienne à 1,5 km. Puis, la tourelle rampe dehors, anguleuse, massive, semblable à un coffre-fort. Et enfin, le corps. Le char lourd Tigre, Panzerkampfwagen 6. 57 tonnes de génie technique allemand et d'acier Krupp. Il avance avec assurance, voire avec arrogance. Le mécanicien conducteur mène la machine au centre du remblai, ignorant le camouflage. Ils sont ici chez eux. Ils croient en leurs 100 mm de blindage frontal comme en les saintes écritures. Pour eux, ce blindage est une garantie d'immortalité. Pour nous, c'est juste une couche de métal avec une certaine limite d'élasticité qui va maintenant être dépassée. Dans l'oculaire de visée, la silhouette du char prend de plus en plus de place. Il est énorme. Ses chenilles, larges de 725 mm, pétrissent la boue avec un craquement autoritaire. On dirait qu'il ne roule pas, mais qu'il repasse la terre, l'enfonçant dans l'histoire. À travers le brouillard apparaissent les détails. Maillons de rechange sur la plaque frontale, câbles de remorquage, boîtier des lance-grenades fumigènes. Derrière le géant, collé à sa poupe, rampe la suite. Des transports de troupes semi-chenillés Anomag. Anguleux, aux flancs inclinés, mitrailleuses MG derrière les boucliers. Dans les compartiments ouverts sont assis les fantassins, les Panzergrenadiers. Ils s'enveloppent dans leurs manteaux, col relevé. Ils ont froid et sont humides. Ils regardent autour d'eux, mais ne voient que des murs de brouillard. Ils ne savent pas que les murs ont des yeux. Et derrière les blindés, viennent les camions. Des Opel Blitz à 3 essieux, couverts d'une bâche grise. La suspension est affaissée jusqu'au butée. Les roues s'enfoncent profondément dans le sol. Les véhicules sont surchargés. C'est notre cible, pas les chars. Les chars ne sont que la coquille dure de la noix. Les camions sont le noyau. Là, sous la bâche, se trouvent des caisses d'obus, des barils d'essence synthétique, des vivres. L'énergie qui alimente l'offensive. Nous sommes ici pour provoquer un court-circuit de cette énergie. La colonne avance serrée. L'intervalle entre les véhicules n'est pas supérieur à 10 mètres. Violation du règlement. Mais la peur de perdre le véhicule de tête dans le brouillard est plus forte que le règlement. Les Allemands se serrent les uns contre les autres, cherchant une proximité mécanique, un sentiment de coude à coude. Cette faiblesse psychologique devient leur sentence tactique. La formation dense transforme la colonne en un organisme unique qu'il est impossible de démembrer. On ne peut que le tuer en entier.
Distance 500. La voix du commandant est sèche, comme le rapport d'un médecin légiste. Le tireur respire lourdement, aspirant en sifflant par le nez l'air vicié de la casemate. Sa main sur le volant de pointage vertical a tremblé, mais c'est aussitôt figé. Le réticule glisse sur le flanc du tigre de tête. La tentation est grande. Frapper le flanc, sous la tourelle, là où sont les munitions. Déchiqueter le monstre. C'est l'instinct du chasseur. Mais le commandant n'est pas un chasseur. C'est un ingénieur. Cible, centre, rappelle-t-il. Laissez passer le véhicule de tête. Cette décision est difficile à prendre. Laisser passer un char lourd ennemi à côté de soi est un acte de volonté colossal. C'est le risque de recevoir un obus dans le flanc si le commandant allemand décide de tourner sa tourelle vers la gauche. Nous nous exposons au coup pour emporter un plus terrible. La distance se réduit. 400 mètres. Dans le brouillard apparaissent les silhouettes des véhicules suivants. Un autre Tigre en queue, un canon automoteur Stug à la silhouette basse. Toute une exposition des réalisations de l'industrie allemande. Fer, optique, caoutchouc, chair humaine. Tout cela se déplace sur une étroite bande de terre entourée de marais. Ils se sont eux-mêmes acculés dans une impasse géométrique. Nous ne faisons que fermer la sortie. 300, maintenant on voit tout. La boue sur les galets, les numéros tactiques sur le blindage, les visages des soldats dans la benne du camion. L'un d'eux allume une cigarette, protégeant la flamme avec sa paume. L'éclat du briquet semble artificiellement brillant dans cette grisaille. Il ne sait pas que dans quelques secondes, cette minuscule flamme se transformera en un océan de feu. Il vit ces derniers instants dans l'illusion de la sécurité. Contact visuel complet. L'optique s'est éclaircie. Le brouillard, soulevé par la chaleur des moteurs, monte vers le haut. Maintenant, nous les voyons comme dans la paume de la main. Et eux ne nous voient pas. Nous faisons partie de la forêt, un tas de branches, une colline sombre. Eux sont des taches grises contrastées sur le fond brun de la route. L'avantage de la première détection, c'est 90% du succès dans un duel de chars. 200. Ce n'est plus une distance, c'est un contact. On peut distinguer les rivets sur le blindage. L'énergie de la collision à une telle distance est au-delà des limites. Un obus explosif de 43 kg ne va pas simplement toucher. Il va annihiler la matière au point d'impact. La vitesse de rapprochement de l'obus et du blindage est telle que le métal se comporte comme un liquide. Les mains du tireur ont cessé de trembler. La phase de concentration absolue est arrivée. Le monde a disparu. Il ne reste que 2 lignes qui se croisent dans l'oculaire et le flanc gris du camion qui rampe lentement dans le réticule. Ce n'est pas un véhicule. C'est un conteneur d'équivalent TNT. Repère, le rocher. Cible dans le secteur. Le camion est arrivé à la hauteur de la saillie rocheuse. Le centre de la colonne est entré dans la zone de destruction. Maintenant, ils sont tous à nous. Du premier au dernier. Ils sont liés par une seule route, un seul destin et une seule erreur. L'assurance allemande, leur superbe optique, leur blindage épais, tout cela va être réduit à zéro. Parce qu'il n'y a pas de parade contre une barre à mine. Et le 152 mm est la barre à mine la plus lourde que possède l'armée rouge. Le doigt du tireur rattrape le jeu du bouton de la détente électrique. Le clic du micro-interrupteur n'est audible que pour lui. C'est le son qui sépare les époques. L'époque du silence et l'époque du chaos. Le commandant regarde le camion plein d'obus. Il ne voit pas un véhicule. Il voit un détonateur. Feu! L'ordre ne résonne pas fort,
mais il remplit tout l'espace de la casemate. C'est le point de non-retour. Le signal est parti dans les fils. L'amorce a déjà senti le choc du percuteur. La poudre dans la douille, qui attendait son heure dans les entrepôts de l'Oural, commence à se transformer en gaz. La pression dans le canal du canon bondit à 2500 atmosphères. Le temps est écoulé. La fermeture du circuit électrique est un processus instantané. Mais pour l'équipage de l'automoteur, il s'étire en une éternité. Clic du contact. L'étincelle enflamme l'amorce. La détonation se transmet à la charge propulsive principale. Dans la chambre du canon, se produit non pas un miracle, mais une réaction chimique d'oxydation de la poudre. La matière solide se transforme en gaz incandescent en une fraction de seconde, augmentant de volume des milliers de fois. La pression bondit à 2400 atmosphères. C'est une force monstrueuse qui cherche une sortie. Et la sortie est unique. Par le canal du canon, poussant devant elle 43,5 kg d'acier et de TNT. L'obus explosif 530 O540 s'arrache de sa place. Les ceintures de forcement en cuivre mordent dans les rayures du canon, forçant l'obus à tourner. C'est nécessaire pour la stabilisation gyroscopique en vol. La physique dicte ici ses lois. Pour conserver le vecteur de mouvement, il faut donner au corps un moment de rotation. À cette seconde, la machine de 45 tonnes cesse d'être un objet statique. Elle prend vie, tremblant du nez à la poupe. Le recul de l'obusier canon ML20S de 152 mm est comparable au choc frontal d'une locomotive. Les dispositifs anti-recul, freins hydrauliques et récupérateurs hydropneumatiques, absorbent cette énergie. Le liquide dans les cylindres bout, passant par les orifices calibrés des soupapes, amortissant l'inertie du recul du canon. Le tube part en arrière, à l'intérieur de la casemate, sur 1,5 m, claquant comme la culasse d'un fusil géant. Le corps de l'automoteur s'affaisse sur les galets arrière. Les barres de torsion de la suspension gémissent, se tordant jusqu'à la limite d'élasticité du métal. Les chenilles mordent le sol, arrachant la couche supérieure de gazon. Si la machine se trouvait sur de l'asphalte, elle y laisserait de profonds sillons. À l'intérieur de la casemate se soulève une poussière séculaire, détachée du revêtement par la vibration. L'air se remplit instantanément d'une odeur de poudre brûlée, âcre, acide, lourde. Elle frappe au nez, brûle les poumons, fait pleurer les yeux. Mais l'équipage ne le remarque pas. Au moment du tir, tous les sens s'éteignent, sauf un, le sentiment du devoir accompli envers la physique. L'obus quitte la bouche à une vitesse de 655 mètres par seconde. Ce n'est pas de l'hypersonique, mais c'est suffisant pour que l'énergie cinétique du projectile atteigne des millions de joules. Au moment de la sortie de l'obus du canon, le frein de bouche à fente entre en action. Il coupe une partie des gaz de poudre, les dirigeant sur les côtés et vers l'arrière pour réduire le recul. L'effet de cette redirection des gaz dans l'espace clos de la forêt est catastrophique. L'onde de choc diverge de la bouche en une sphère parfaite. Elle frappe le brouillard comme un marteau frappe du verre. La suspension aqueuse, qui flottait dans l'air tout le matin, s'évapore instantanément ou est rejetée à des dizaines de mètres. Le brouillard est déchiqueté en lambeaux. Pour un instant, se forme un couloir de vide, un canal absolument transparent dans l'air, par lequel vole la mort. Les arbres situés près de l'automoteur perdent leur feuillage et leurs petites branches. Le filet de camouflage s'enflamme et s'éteint aussitôt, abattu par l'onde de choc. Le fracas du tir arrive avec retard. Ce n'est pas juste un son. C'est un barotraumatisme pour tout ce qui vit dans un rayon de 100 mètres. Les oiseaux tombent raides morts des branches, le cœur éclaté. Les tympans des fantassins allemands, marchant dans les transports de troupes ouverts, sont enfoncés à l'intérieur du crâne.
Ce son ne peut pas être entendu. Il ne peut être que vécu. C'est la voix du Dieu de la guerre qui s'est éclairci la gorge. L'obus franchit les 200 mètres en moins d'une demi-seconde. L'œil humain est incapable de fixer ce vol. On ne peut voir que la trace, la distorsion de l'air laissée par le métal incandescent et la turbulence. Le tireur ne voit pas le vol. Il ne voit que le résultat. Impact. Le calcul était impeccable. L'obus ne frappe pas le blindage. Il frappe le flanc du camion Opel Blitz roulant au centre de la colonne. Un camion chargé de caisses de munitions unitaires de 75 mm pour les chars allemands. La rencontre de 43 kg d'acier soviétique avec le mince métal allemand de la carrosserie se produit sans délai. La fusée RGM-2 est réglée sur action explosive. L'obus défonce le flanc, traverse les caisses de munitions et détonne au cœur même du chargement. À ce moment, les lois de la mécanique classique cèdent la place à un enfer thermodynamique. Les 6 kg de TNT contenus dans l'obus se transforment en gaz instantanément. La vitesse de détonation est d'environ 7000 mètres par seconde. Mais ce n'est que l'allumette jetée dans un baril d'essence. La détonation de l'obus du tueur de fauves initie la détonation des munitions allemandes. Des centaines d'obus dans la benne explosent simultanément. Ce n'est plus un tir. C'est l'éruption d'un volcan à l'échelle locale. Le camion n'est pas simplement détruit, il est annihilé. La matière cesse d'exister sous sa forme habituelle. La cabine, la benne, le moteur, les roues, le conducteur, tout cela se transforme en plasma et en éclat de la taille d'une pièce de monnaie. Une boule de feu enfle instantanément, s'étendant à une vitesse supérieure à celle du son. Elle dévore l'oxygène, la lumière et l'espace. L'onde de choc de la détonation secondaire part dans toutes les directions. Elle frappe la falaise à droite, rebondit sur elle et recouvre la colonne avec une force doublée. Les pierres arrachées à la falaise se transforment en mitraille. Le transport de troupes qui suivait le camion est simplement soufflé de la route comme une boîte en carton. Il se retourne dans les airs et est projeté dans le marais. L'infanterie assise à l'intérieur n'a même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Leur vie s'interrompt avant que l'influx nerveux n'atteigne le cerveau depuis les yeux. Le camion de devant, précédant l'épicentre, reçoit le choc à l'arrière. Son essieu arrière est arraché avec le châssis. Le véhicule est projeté en avant, percute l'arrière du Tigre qui le précède, écrase le radiateur et s'enflamme. À gauche, le marais. L'explosion soulève un mur d'eau sale, de vases et de tourbes haut comme un immeuble de 5 étages. Cette masse noire et nauséabonde s'abat sur les engins en feu, sifflant sur le métal brûlant, créant des nuages de vapeur surchauffés. À l'intérieur du Su-152, règne au silence d'une seconde après le claquement du recul. La culasse s'ouvre, la douille fumante, chaude comme un four, s'éjecte de la chambre et tombe sur le sol de la casemate avec un lourd tintement métallique. « Obus !» crie le tireur, bien que personne ne l'entende à cause du bourdonnement dans les oreilles. Il voit dans le viseur non pas un camion, mais un enfer de feu. Le commandant ne regarde pas l'incendie. Les émotions sont pour les poètes. L'ingénieur voit autre chose. La rupture de la chaîne. La colonne est rompue. Le centre est détruit. La route est bloquée par des carcasses en feu. Le problème géométrique est résolu. Nous avons créé un bouchon. Nous les avons enfermés. « Charge !» Son ordre perce à travers la commotion. « Anti-béton !» Le chargeur, titubant sous l'effet du monoxyde de carbone et de l'adrénaline, se tend déjà vers le râtelier. Ses mains tremblent, mais les mouvements sont automatiques. Il prend la mort de 50 kilos dans ses bras. Le poids de l'obus le ramène à la réalité. Ici, pas de place pour la contemplation de la destruction.
Ici, c'est une chaîne de montage. Un produit a été expédié au client. Il faut préparer le suivant. Et dehors, sur la digue, commence une réaction en chaîne de panique et de feu. L'ordre allemand, leur discipline vantée et leur Ordnung brûlent dans les flammes du TNT russe. Le tigre de tête s'arrête. Son commandant ouvre l'écoutille, essayant de comprendre d'où est venu le coup. Il voit un mur de feu derrière lui. Et il comprend. Il n'y a pas de retour possible. Il n'y a que le chemin vers le marais ou le chemin vers l'enfer. Et le choix a déjà été fait pour lui par les ingénieurs soviétiques. La fumée de l'incendie monte en une colonne noire et grasse, perçant les restes de brouillard. Maintenant, cette fumée est notre nouvel écran de camouflage et notre nouveau repère. Le premier acte du drame est terminé. Le rideau a été levé par l'explosion. Maintenant commence le massacre. Le chaos n'est pas l'absence d'ordre. Le chaos est un ordre de complexité supérieure, où le nombre de variables dépasse les capacités de calcul de l'observateur. Pour le bataillon allemand, enfermé sur l'étroite digue, le monde s'est effondré en un instant. Mais pour nous, assis dans la casemate du SU-152, ce qui se passe derrière les triplex est le triomphe de la loi de conservation de l'énergie et une réaction en chaîne prévisible. L'explosion du camion de munitions n'était pas un point final. Elle est devenue une virgule dans la phrase que nous avons commencé à écrire avec un obus de 43 kg. L'onde de choc, engendrée par la détonation de centaines d'obus allemands, ne s'est pas dissoute dans l'air. En terrain découvert, elle aurait perdu sa force avec le carré de la distance. Mais ici, c'est un piège géologique. À droite, une paroi verticale de calcaire. À gauche, le mur dense de la forêt et la surface visqueuse du marais. L'énergie de l'explosion, rencontrant l'obstacle sous la forme de la falaise, s'est réfléchie en arrière. Une interférence d'ondes s'est produite. La superposition de l'onde directe et de l'onde réfléchie. Dans la zone de cette superposition, la pression a bondi à des valeurs critiques. Les transports de troupes qui marchaient au centre de la colonne se sont retrouvés dans une presse pneumatique géante. Leur blindage fin, conçu pour protéger contre les balles et les éclats, s'est simplement incurvé vers l'intérieur. Les soudures ont éclaté avec un craquement sec, semblable à des coups de feu. Les hommes à l'intérieur n'ont pas été tués par des éclats. Ils ont été tués par la différence de pression. Barotraumatisme incompatible avec la vie. Les poumons éclatent. Les vaisseaux du cerveau rompent. La mort survient instantanément, sans blessure externe. De la pure physique des gaz. Le carburant en feu des réservoirs éventrés du camion s'est déversé sur la route. L'essence est un liquide fluide. Et la chaussée a une pente naturelle pour l'écoulement des eaux de pluie. Maintenant, cette nuance d'ingénierie travaille contre l'ennemi. La rivière de feu a coulé suivant la pente directement sous les châssis des véhicules voisins. L'effet domino a commencé, non pas mécanique, mais thermique. La température de combustion de l'essence synthétique atteint 1000 degrés. Le caoutchouc sur les galets des chars et des blindés s'enflamme en quelques secondes. Les galets de roulement des panthères et des tigres sont caoutchoutés pour la douceur de la marche. Maintenant, ce caoutchouc se transforme en une masse collante et brûlante qui coule sur les chenilles, transformant l'acier en une piste de ski glissante. Même si le pilote survit et tente d'accélérer, les chenilles glisseront simplement sur place dans la flaque de leur propre fusion. Mais le plus terrible se produit en queue et en tête de colonne. Le facteur de surprise et d'inertie a joué. La colonne marchait à vitesse de croisière. Distance 10 mètres. Temps de réaction du conducteur 8 dixièmes de seconde. Temps d'action du système de freinage encore une demi-seconde. Durant ces instants, les machines de plusieurs tonnes parcourent des mètres. Quand le centre de la colonne a disparu dans la boule de feu,
Les véhicules venant de l'arrière ont percuté les débris de ceux de devant. C'était un accident en chaîne à l'échelle industrielle. L'automoteur lourd, Ferdinand, fermant la marche, n'a pas eu le temps de freiner. Ces 65 tonnes de masse inertielle ont frappé l'arrière du bus d'état-major. La carrosserie fragile du bus s'est simplement pliée en accordéon, écrasée entre la carcasse brûlante du camion devant et le blindage frontal de l'automoteur derrière. Le métal hurlait en se déchirant. On entendait les vitres éclater et les châssis craquer. C'était le bruit du broyage des os du mécanisme. La colonne s'est arrêtée. Elle est paralysée. Cela s'appelle l'effet de simultanéité. Un seul coup a arrêté un bataillon. Maintenant, ils ne sont plus une unité de combat mobile. Maintenant, ils sont un stand de tir. Des cibles statiques, éclairées par leur propre incendie. À l'intérieur de notre automoteur, le travail bouillonne à un autre rythme. Ici, pas de panique, seulement un dur travail physique. « Paré !» râle le chargeur. Il vient d'enfourner dans la culasse un obus anti-béton 53G 545. 48 kg d'acier. Un bloc cylindrique à tête plate et coiffe balistique. Cet obus ne contient pas d'explosif au sens habituel. Sa tâche n'est pas d'exploser. Sa tâche est de percer, de défoncer, de détruire par l'énergie cinétique. Il fonctionne comme une perforatrice géante. Le chargeur s'essuie le visage avec sa manche, savareuse et trempée, à tordre. Dans la casemate règne un brouillard bleuâtre de gaz de poudre. Le ventilateur sur le toit bourdonne, essayant d'extraire le poison, mais il ne suit pas la cadence de tir. Les yeux piquent, il y a un goût de cuivre et de brûlé dans la bouche. Les mains glissent à cause de la sueur et de l'huile, mais on ne peut pas s'arrêter. Pendant que le chargeur prend la douille avec la charge, le commandant choisit déjà une nouvelle victime. La situation sur la route a changé. La fumée de l'incendie est devenue épaisse, noire. Elle monte comme un mur, cachant les cibles. Mais le commandant sait, le feu n'est pas seulement un camouflage, c'est un éclairage. Il n'y a pas de caméra thermique en 44, mais il y a la logique. La technique en feu crée un contour thermique. Et les silhouettes des tigres et des panthères sont parfaitement visibles sur fond de flammes. Même repère, plus à gauche 002. Cible, char lourd. Flanc, commande le lieutenant. Le tireur tourne les volants. Maintenant, ses mouvements sont plus brusques. L'adrénaline du premier impact a fait place à une froide détermination. Il a vu ce que fait son arme. Il a senti son pouvoir sur la matière. Je vois la cible. Flanc à angle droit. Le tigre de tête, celui-là même que nous avons laissé passer, essaie de faire demi-tour. Son commandant a compris qu'il est tombé dans un piège. Il essaie de reculer, tournant la machine en travers de l'étroite digue. C'est une erreur de panique. Sur les 3 remblais, le tigre manque de place pour faire demi-tour. Son long canon bute contre la falaise, gênant la manœuvre. Il nous présente son flanc, un immense plan vertical de blindage. 80 mm d'acier. Pour un canon de 45 mm, c'est un problème. Pour un 76 mm, une tâche difficile. Pour un obus anti-béton de 152 mm, c'est du carton. « Culasse fermée !» rapporte le chargeur. Il saute vers le bord, se collant le dos au blindage pour ne pas être pris par le recul. La culasse est un morceau d'acier d'une tonne qui, au tir, vole en arrière à la vitesse d'un boxeur. Si tu traînes, elle te brise les côtes, te broie le bassin. Ici, les consignes de sécurité ne sont pas écrites à l'encre, mais avec le sang des prédécesseurs. Le commandant regarde dans le périscope. Il voit le tigre patiner. La lourde machine rugit, crachant des nuages de fumée bleue. Les chenilles arrachent le sol,
polissant les pierres. Il essaie de sortir du sac de feu. Trop tard. Le vecteur de son destin a déjà croisé la trajectoire de notre obus. L'ennemi ne nous voit pas. Nous sommes cachés par la fumée de leur propre catastrophe. Ils tirent au hasard. Des traçantes de mitrailleuses cousent en éventail les buissons à 100 mètres sur notre droite. Un obus de char frappe le flanc de la montagne au-dessus de notre position, arrosant le blindage d'éclats de pierre. C'est le feu du désespoir. Ils tirent sur la peur, pas sur une cible. La panique est le pire des pointeurs. Feu! Le deuxième coup ébranle la terre. De nouveau le claquement, de nouveau le saut de la machine de plusieurs tonnes. De nouveau la douille tombe avec fracas sur le sol. Cette fois, le vol de l'obus est plus court. La trajectoire est tendue. L'obus anti-béton n'explose pas à l'impact. Il fonctionne selon les lois de Newton. La masse multipliée par la vitesse. Le coup frappe le flanc du Tigre, juste au-dessus des galets de roulement, directement sous la tourelle. À cet instant, se produit ce pourquoi l'automoteur SU-152 a été créé. Le choc cinétique est d'une telle force que les soudures du char allemand ne tiennent pas. La tourelle de 11 tonnes est simplement arrachée de son chemin de roulement. Elle vole en l'air, se retournant comme un jouet, et tombe avec fracas sur la route à côté du châssis. Ce n'est pas une pénétration, c'est un démontage. Un démontage brutal et violent de la structure. L'équipage à l'intérieur du char meurt non pas du feu, mais de la surcharge monstrueuse au moment de l'impact. Leurs corps sont brisés par l'inertie. Le char se fige. Maintenant, c'est juste un tas de ferrailles, bloquant la seule voie de retraite pour ceux qui sont restés devant. Nous avons enfoncé le bouchon des deux côtés. Derrière, l'enfer brûlant des camions. Devant, le Tigre décapité. Au centre, la panique, le feu et encore une demi-douzaine de cibles qui s'agitent comme des rats dans un seau. Parfait! La voix du commandant ne change pas. La chaîne de montage fonctionne. Charge le suivant. Explosif. Sur l'infanterie. Le travail continue. Le plan d'ingénierie passe au stade du nettoyage du territoire. Nous ne leur laissons pas reprendre leurs esprits. Nous ne leur donnons pas le temps d'organiser une défense. Nous enfonçons les clous dans le couvercle du cercueil avec la régularité d'un marteau-pilon. Toutes les 20 secondes, un tir. Toutes les 20 secondes, une mort et une victoire. Le chargeur ne sent plus ses bras. C'est un automate, une extension du canon. Prendre l'obus, soulever, pousser, prendre la douille, pousser, fermer la culasse, recul, ouvrir la culasse, éjecter la douille, répéter. La mécanique du chaos est lancée à pleine puissance. Le feu saute de véhicule en véhicule. Les munitions explosent dans les chars. Les réservoirs sautent. Hurlements des sirènes, cris des hommes, fracas du métal, tout se fond en un grondement unique. Mais à l'intérieur de notre casemate, c'est un monde à part. Le monde de la culasse qui claque, de la respiration lourde et des ordres brefs. Nous sommes l'œil du cyclone. Autour de nous, le chaos, mais à l'intérieur, un calcul froid et mathématique. C'est cela la guerre. Pas de belles attaques avec des drapeaux, mais un travail sale et dur pour transformer la technique ennemie en ferraille et la force vive en statistique de perte. Et nous faisons ce travail avec qualité. La fumée sur le champ de bataille n'est pas seulement un produit de combustion, c'est une barrière informationnelle. Pour les équipages des blindés allemands, enfermés dans le sac de feu sur la digue, la réalité a cessé d'exister. Il ne reste que des fragments de cauchemar, arrachés à la brume grise par les éclairs des explosions. Leur monde s'est rétréci aux dimensions de la fente de visée, collée par la boue et la suie.
La psychologie des unités de chars d'élite de la Wehrmacht est bâtie sur l'agression et l'initiative. On leur a appris à attaquer, percer, contourner. Mais on ne leur a pas appris à mourir dans une file d'attente, en restant sur place. Lorsque l'initiative est perdue et que l'ennemi est invisible, la discipline vantée commence à se désagréger en instinct primitif, le principal étant la fuite. Les Allemands ne comprennent pas ce qui se passe. Dans leurs écouteurs, il y a un crépitement continu et des hurlements. Le système de commandement est détruit. Le commandant de bataillon, qui roulait dans le blindé d'état-major, s'est vaporisé avec son véhicule dans les premières secondes du combat. Les officiers restants tentent de prendre le commandement, mais l'éther est saturé de panique. « À gauche! Batterie de gros calibre !» crie quelqu'un sur la fréquence de la compagnie. « Non, c'est l'aviation! Bombardement !» coupe un autre. « Retraite! Arrière, toutes !» Ils ont l'impression que tout un régiment d'artillerie travaille contre eux. Ils ne peuvent pas croire que cet enfer est organisé par une seule équipe. Psychologiquement, il est plus simple d'accepter l'idée d'une frappe massive de force supérieure que de réaliser qu'un automoteur solitaire les fusille méthodiquement depuis les buissons. L'inconnu engendre des monstres. Dans la fumée, ils croient voir des dizaines de lueurs de départ. La peur dessine dans leur imagination ce qui n'existe pas. Des rangées de canons anti-chars, des bunkers camouflés, des avions d'attaque au sol dans le ciel. En réalité, il n'y a que nous. Et notre rechargement. Le chaos dans la tête des mécaniciens conducteurs se transmet au levier de commande. Un mouvement brownien de masse d'acier de plusieurs tonnes commence. Les véhicules arrière, ne voyant pas ce qui se passe devant, commencent à reculer. Les lourds camions percutent avec leurs radiateurs l'arrière des blindés. Le grincement du métal froissé couvre même le rugissement des moteurs. Les conducteurs lâchent l'embrayage, accélèrent, essayant d'arracher les engins de l'attelage. Les arbres de transmission cassent, la limaille vole des boîtes de vitesse. La route se transforme en décharge. Une panthère, troisième dans la colonne, se retrouve piégée. Devant, la carcasse décapitée du tigre et la mer brûlante de carburant répandu. Derrière, un mur de camions détruits. Le commandant de la panthère prend une décision dictée par l'horreur, et non par la tactique. Il ordonne de faire demi-tour sur place. Sur les 3 remblais, larges de seulement 6 mètres. Le conducteur exécute l'ordre. Il inverse les chenilles, l'une en avant, l'autre en arrière. Le char commence à tourner autour de son axe. Mais le calcul technique du terrain, fait par notre commandant avant le combat, était impeccable. Le remblai n'est pas conçu pour de telles charges dynamiques. Les chenilles de la panthère arrachent la couche supérieure de gravier. Dessous, de l'argile détrempée par les pluies. Le coefficient d'adhérence tombe à un minimum critique. 45 tonnes de poids perdent appui. Le char commence à glisser de côté, comme une vache sur la glace. C'est un processus lent, angoissant. L'équipage sent l'horizon dans le viseur commencer à s'incliner. D'abord de 5 degrés, puis de 10. La chenille gauche pend au-dessus du vide. Le mécanicien hurle d'impuissance, essayant de mettre plein gaz pour tirer la machine. Mais la physique est implacable. Les chenilles en rotation ne font que creuser leur tombe plus vite, rejetant des fontaines de boue liquide. Le centre de gravité se déplace au-delà de la surface d'appui. La machine bascule doucement, presque gracieusement sur le flanc, et glisse du remblai directement dans le marais. Une éclaboussure de boue noire et grasse recouvre le blindage. La tourbière accepte le cadeau avec un bruit de succion. La panthère se couche sur le flanc, et l'eau commence à inonder le compartiment moteur par les persiennes. Le moteur brûlant siffle, émettant des nuages de vapeur. Le char ne coule pas instantanément. Il s'enfonce lentement, laissant à l'équipage le temps de réaliser l'impasse.
Les écoutilles sont coincées par la déformation de la coque ou pressées par le sol. Ils sont vivants, ils sont entiers, mais ce sont déjà des morts. Le marais deviendra leur fosse commune, et pas un seul obus n'aura été nécessaire pour leur destruction. Seulement la peur et la géométrie. Et nous continuons à rester invisibles. Notre position dans la forêt est bien cachée non seulement par le filet de camouflage, mais aussi par la nature même du combat. Le vent pousse la fumée de la colonne en feu vers nous, créant un rideau idéal. Nous voyons leur silhouette à travers les déchirures des nuages de suie, comme à travers un stroboscope. Eux ne nous voient pas du tout. Les Allemands ouvrent un feu désordonné. C'est l'agonie. Des rafales de mitrailleuses tondent en éventail la cime des arbres à 100 mètres de nous. Les obus des chars survivants éclatent quelque part dans les rochers, faisant voler la poussière de pierre. Ils tirent sur des fantômes. Ils luttent contre leurs hallucinations. Explosif! La voix du commandant est calme. Il ne regarde pas la panthère qui coule. C'est un actif déjà passé par pertes et profits. Ce qui l'intéresse, ce sont ceux qui peuvent encore mordre. Dans le viseur du tireur s'agite un canon automoteur Stug. La machine basse et trapue essaie de reculer, poussant les camions en feu. C'est un adversaire dangereux. Son canon de 75 mm peut encore faire des dégâts si le tireur trouve par hasard notre secteur. Repère. Le camion citerne en feu. Plus à gauche, 10 millième, dans le flanc de l'automoteur. Le tireur travaille les volants doucement, comme s'il réglait un microscope. Le tremblement dans les mains a définitivement disparu. Maintenant, il fait partie du canon. Son œil, collé à l'oculaire du panorama, ne voit pas des hommes, pas des ennemis. Il voit des figures géométriques. Le rectangle de la casemate, le cercle du galet, la ligne du canon. Sa tâche est d'aligner l'équerre du viseur avec le centre de masse de la machine ennemie. De placer l'obus là où le blindage est plus fin et les munitions plus denses. À l'intérieur de la colonne allemande monte une panique d'un genre particulier. La claustrophobie du champ de bataille. Les soldats d'infanterie, survivants des premières explosions, courent entre les véhicules en feu. Ils n'ont nulle part où fuir. D'un côté, la falaise abrupte d'où ricochent les éclats. De l'autre, le marais où se noie leur espoir de salut. La route est encombrée de métal brûlant. L'air est chauffé à la température d'un four. Il n'y a rien à respirer. L'oxygène brûle, remplacé par le monoxyde de carbone et la fumée toxique du caoutchouc et de la peinture en combustion. Ils se sont retrouvés dans un couloir de feu. Et au bout de ce couloir, se tient un juge invisible au calibre de 152 mm qui rend des verdicts sans appel. Les Allemands crient, mais leurs cris se noient dans le fracas des détonations. Les munitions dans les camions en feu continuent d'exploser de manière chaotique, imprévisible. Les douilles et les éclats qui volent créent une zone de destruction totale. Les leurs tuent les leurs. C'est un mécanisme d'autodestruction. Nous n'avons même pas besoin de gaspiller des obus sur l'infanterie. L'incendie et les explosions secondaires font ce travail pour nous. Le commandant de notre automoteur se détache du périscope une seconde pour s'essuyer les yeux. Ses paupières sont rouges de tension. « Ça brûle bien », constate-t-il, sans jubilation malveillante. Juste une évaluation de l'efficacité des matériaux combustibles. La préparation technique de la position s'est entièrement justifiée. Le rendement de l'embuscade est proche de 100%. « Chargez !» Le rapport du chargeur ramène tout le monde à la réalité. La pause dans le tir n'était pas pour le repos, mais pour que la fumée se dissipe un peu, découvrant de nouvelles cibles. Maintenant que la panique a atteint son apogée, l'ennemi fait des erreurs à chaque seconde. Ils exposent leurs flancs. Ils se regroupent, créant des cibles groupées. Ils perdent un temps précieux
en manœuvres insensées. Nous ne perdons du temps qu'à viser. Tir. De nouveau l'onde de choc frappe les oreilles. De nouveau le recul. De nouveau la douille sur le sol. L'obus part dans la fumée pour trouver cet automoteur qui essayait de reculer. L'explosion se produit dans la zone du compartiment moteur. Le toit est arraché, comme le couvercle d'une marmite bouillante. La flamme frappe verticalement, se mêlant à la fumée noire. Encore une unité de combat en moins. Encore un pas vers le silence total. L'ennemi est définitivement désorienté. Ils ont cessé d'être une armée. Maintenant, c'est juste une foule de gens terrifiés, enfermés dans des boîtes en fer, qui sont devenus pour eux un crématorium. Ils ne savent pas d'où viendra la mort, mais ils savent pertinemment qu'elle est déjà là. Et elle n'a pas de visage. Elle n'a qu'un calibre. La rupture psychologique a eu lieu. Maintenant, commence l'achèvement méthodique, routinier. Un travail à l'usure du canon et des mécanismes, mais pas des nerfs. Les nerfs de l'équipage du tueur de fauves se sont transformés en câbles d'acier. La thermodynamique du champ de bataille entre en vigueur. Les lois de la physique sont implacables. La chaleur monte toujours. Des milliers de litres d'essence en feu et de TNT détonnant ont créé un puissant courant ascendant. Cet ascenseur thermique a saisi la masse lourde et humide du brouillard et l'a emporté vers le ciel, dévoilant la scène de la tragédie. Maintenant, nous ne tirons plus aux instruments ou sur des ombres acoustiques. Nous voyons tout, comme dans la paume de la main, ou plutôt, comme sur la table d'autopsie d'un légiste. La route, coincée entre la falaise et le marais, s'est transformée en un boyau de feu, bourré de métal tordu. Ceux qui ont survécu au premier choc et évité le piège de feu au centre essaient maintenant de se terrer dans n'importe quelle fissure. Ils cherchent un abri derrière les carcasses de leurs camarades morts. Mais c'est une mauvaise idée. Un char mort ne sauve pas d'un argument de 152 mm. Il ajoute simplement des éclats à l'impact. À l'intérieur de la casemate de notre automoteur, l'atmosphère rappelle une aciérie. La température est montée à 40 degrés. La ventilation est noyée. L'air est épais, bleuâtre, à couper au couteau. Le chargeur, un solide gars de Sibérie, ressemble maintenant à un mineur après son service. Il est couvert de sueur et de suie. Sa vareuse a foncé sous la sueur et colle au corps, dessinant chaque muscle. Ses mains, noires de graisse et de résidus de poudre, tremblent légèrement. Mais ce n'est pas de la peur. C'est une fatigue musculaire extrême. Il travaille comme un automate, comme un piston dans un moteur de mort géant. « Prêt !» râle-t-il, en poussant un autre but dans la chambre. Le bruit de la culasse qui se ferme sonne comme un verdict. Le claquement de l'acier contre l'acier. Maintenant, nous travaillons aux anti-bétons. Obus 53G 545. 48 kg de métal plein dans une coque en acier à parois épaisses. Il n'a pas de fusée sensible qui se déclencherait sur une branche ou la tôle d'une aile de camion. Il a l'inertie d'un train express et la dureté du diamant. Cible, panthère, près du rocher. Essaie de s'abriter derrière le camion. La voix du commandant est dénuée d'émotion. Il ne crie pas. Il indique simplement le point d'application de la force. La panthère allemande est une belle machine, prédatrice, avec des angles rationnels d'inclinaison du blindage. Sa plaque frontale est pratiquement invulnérable pour la plupart de nos canons. Mais elle a commis une erreur. Dans la panique, le conducteur nous a présenté son flanc sous un angle de 30 degrés. Il pense que le camion de munitions en feu devant lui est un bouclier fiable. Il se trompe. Pour un obus anti-béton de 152 mm, un camion n'est pas un obstacle.
C'est juste un décor en carton. Le tireur tourne les volants. Maintenant, les mouvements sont économes. Pas d'agitation, juste le professionnalisme du bourreau. Le réticule se pose exactement sous la tourelle du félin allemand. Là où se trouve le chemin de roulement, nœud complexe de rotation, anneau de roulement reliant la tourelle au châssis. C'est le talon d'Achille de tout char. Feu! Le canon aboie. La secousse habituelle, le tintement habituel de la douille. Nous voyons le vol du traceur. Un point brillant s'enfonce dans le camion, le traverse de part en part, sans même remarquer la résistance du châssis et du moteur, et percute le flanc de la panthère. L'énergie cinétique de l'impact à ce moment atteint des millions de joules. C'est de la pure physique de collision. L'obus ne perce pas le blindage au sens habituel. Il transmet une impulsion colossale à tout le corps de la machine. Mais la tourelle a sa propre inertie de repos. Les boulons de fixation du chemin de roulement, calculés pour retenir le poids de la tourelle lors du tangage, sont cisaillés instantanément, comme par un couteau dans du beurre. La tourelle de la panthère, pesant près de 8 tonnes, s'arrache de sa place. Elle vole vers le haut, se retournant dans les airs. Le long canon décrit un arc et se plante dans la terre comme une lance. La tourelle s'effondre avec fracas à côté du châssis décapité. À l'intérieur du char, c'est l'enfer. L'équipage est détruit, non par l'explosion, mais par la surcharge. Un choc d'une telle force brise les vertèbres cervicales, déchire les organes internes. Le char n'a même pas pris feu. Il est simplement mort d'un coup violent, d'un marteau géant. « Obus, tourelle arrachée », note le commandant. « Suivant, repère, arbre abattu, automoteur Ferdinand, tire vers le marais. »« Je vois », répond brièvement le tireur. Les dialogues dans la casemate sont réduits à un code binaire. Je vois, je ne vois pas. Prêt, feu. Pas de place pour les hurrahs, pas de place pour les malédictions. Nous sommes au travail. Et notre travail, c'est le démontage. Nous démontons la technique ennemie en pièces détachées, en violant toutes les instructions d'exploitation du fabricant. Le Ferdinand est un adversaire sérieux. 200 mm de blindage frontal, un monstre impénétrable. Il essaie de mordre, envoyant des obus vers la forêt, mais il est aveugle. Il tire sur les éclairs, sur la fumée, et nous tirons sur plan. Le commandant sait, le Ferdinand n'a pas de tourelle rotative. Pour pointer le canon, il doit tourner tout le châssis. Et sur la route étroite, encombrée de cadavres de machines, il n'y a nulle part où tourner. Il est coincé. C'est un bunker qui ne regarde pas dans la bonne direction. Anti-béton, sous la casemate, dans le train de roulement, commande le lieutenant. Un coup dans le train de roulement d'un automoteur lourd, ce n'est pas juste une immobilisation, c'est la destruction de la structure porteuse. Le chargeur, avalant par la bouche un air semblable à du poison, pousse l'obus. Ses mouvements sont devenus plus lents, mais le rythme n'est pas rompu. C'est un mécanisme. Tant qu'il fonctionne, nous vivons. Tire. L'obus touche la roue folle massive et le premier galet de roulement. Pas d'explosion. Il y a le bruit du métal qui casse, audible même à travers le fracas du combat. Le galet pesant des centaines de kilos vole sur le côté comme un palais de hockey. La chenille éclate, glissant des galets comme un serpent. La carcasse de 60 tonnes du Ferdinand pique du nez, pivotant par inertie et exposant son flanc vulnérable au coup suivant. C'est une chaîne de mort, méthodique, impitoyable, rythmée. Nous ne leur laissons pas une seconde pour réfléchir. Nous enfonçons les clous. 1, 2, 3. Toutes les 20-30 secondes, une unité de technique de la Wehrmacht en moins. Nous nettoyons le secteur. Nous transformons un bataillon d'élite
en statistique de perte irrécupérable. La chaleur de la culasse brûle déjà les mains à travers les gants. L'huile sur les mécanismes de recul commence à fumer, mais on ne peut pas s'arrêter. Tant qu'une chenille tourne, tant qu'une mitrailleuse tire, le travail n'est pas fini. Explosif! Sur les troupes débarquées, nouvelles données. Du transport de troupes touchées, l'infanterie s'est déversée. Des figurines grises s'agitent entre les machines en feu. Ils essaient d'organiser un point de feu derrière les roues d'un camion. Ce n'est plus une tâche d'ingénierie. C'est un traitement sanitaire du terrain. Le chargeur essuie la sueur de son front, laissant une autre traînée noire. Il prend un explosif fragmentation, 43 kilos, fusée sur action éclat. Cet obus ne doit pas percer, il doit couvrir. Zone de destruction totale par éclat, 70 mètres de front. Dans l'étroit couloir de la digue, il n'y a nulle part où se cacher. Impact. L'éventail noir de l'explosion recouvre le groupe d'infanterie. Quand la fumée se dissipe, il n'y a plus de mouvement là-bas, seulement de la poussière grise et des corps immobiles. Nous n'éprouvons pas la joie du meurtre, nous éprouvons la satisfaction d'un calcul bien exécuté. Nous avons résolu une équation où les variables étaient les vies des ennemis, et nous avons réduit le résultat à 0. Observez. Rapport sur les cibles. La voix du commandant est toujours aussi égale. Dans le viseur, rien que du feu. Tout brûle. La technique, les hommes, la terre, même l'air semble brûler. Mais le mouvement a cessé. La colonne est morte. Elle n'avance plus et se consume. Nous continuons l'observation. Le canon balaie lentement l'horizon, cherchant les survivants. Mais il n'y en a pas. Ceux qui n'ont pas été déchiquetés ont brûlé vifs ou se sont noyés dans le marais. Nous avons créé une zone de mort parfaite, dont nous n'avons laissé sortir personne. Ce n'était pas une bataille. C'était une opération d'ingénierie punitive. Et le tueur de fauves a prouvé que 152 mm est le meilleur calibre pour mener des négociations avec le fascisme. Le tableau qui s'ouvre dans le triplex ne ressemble plus à la guerre au sens habituel. Ce n'est pas un champ de manœuvre, ni une ligne de front. C'est une catastrophe industrielle. La route sur la digue a cessé d'être une artère de transport. C'est maintenant un cimetière de métal étiré en longueur. Une longue cicatrice fumante sur le corps de la terre, remplie de ferrailles tordues et de restes biologiques de ce qui, il y a une heure, s'appelait l'élite de l'armée. Nous observons le résultat du concept technique. Le piège que nous avons construit, utilisant la géographie comme coffrage et les obus explosifs comme béton, s'est figé dans sa forme finale. C'est une impasse absolue, hermétique. Ceux qui ne sont pas morts du choc cinétique ou de l'onde de choc meurent maintenant des conséquences. Ils sont enfermés. Devant, la carcasse fumante du tigre de tête transformée en bouchon de bouteille. Derrière, le mur de feu des camions de ravitaillement. À droite, le mur vertical, à gauche, le marais. À l'intérieur de ce périmètre, la température monte à des centaines de degrés. Le blindage des chars situés près des foyers d'incendie devient incandescent. À l'intérieur des machines, même non touchées par les obus, il devient impossible de respirer. Les joints en caoutchouc fondent, la peinture bout. Les équipages sortent, mais dehors, les attend un air composé de feu et d'éclats. C'est un sac de feu, un piège géométrique où l'axe des abscisses est le temps qui joue contre eux, et l'axe des ordonnées, la température. Dans notre casemate, on n'a plus de place. Le râtelier se vide. Les caisses d'obus qui encombraient le sol et les murs sont maintenant vides. Les douilles sont jetées par la trappe d'évacuation ou traînent sous les pieds, tintant à chaque virage du châssis. Nous dépensons les munitions méthodiquement, jusqu'au dernier kilo d'explosifs.
Ramener des obus à la base est une mauvaise logistique. L'obus est créé pour faire le travail ici et maintenant. Il en reste 3. Explosifs, rapporte le chargeur. La voix est rauque, cassée. Il tient à peine sur ses jambes. Ses muscles sont gorgés d'acide lactique. Ses mains tremblent. Mais il se tend vers le coup suivant. Reçu. 3. Le commandant ne relâche pas la pression. Là-bas, ce blindé. Il essaie de pousser le camion dans le fossé. Achève-le. Au milieu de la colonne, il y a une sorte d'agitation de souris. Un tracteur semi-chenillé, miraculeusement rescapé de la tempête de feu, essaie de forcer la sortie. Le conducteur pousse avec son pare-choc l'Opel en feu, espérant dégager le passage pour au moins un véhicule. C'est un geste de désespoir. Même s'il pousse le camion, il n'a nulle part où aller. Devant, un embouteillage de 5 chars lourds. Mais l'instinct de conservation déconnecte la logique. Le tireur amène le repère de visée. Ce n'est plus un tir pour tuer, mais pour briser la volonté. Pour anéantir l'idée même de résistance. Tire. L'obus frappe la jonction entre le tracteur et le camion. L'explosion éparpille les 2 véhicules dans des directions différentes comme des quilles. Le tracteur se retourne, exposant son dessous et son train de roulement brisé. Les roues continuent de tourner dans le vide par inertie. Maintenant, il n'y a plus de mouvement dans la colonne. Plus du tout. Nous avons créé le parfait bouchon de la mort. Il n'y a ici aucun mètre carré d'espace sûr. Le feu se propage d'un véhicule à l'autre. Les réservoirs de carburant explosent, ajoutant de nouveaux litres de napalm dans ce chaudron. Nous voyons les munitions détonner à l'intérieur des chars. Cela ressemble aux convulsions internes de cadavres. D'abord, une gerbe d'étincelles jaillit des écoutilles. Puis la lourde tourelle saute, et une colonne de flammes de 10 mètres de haut jaillit du chemin de roulement. C'est le triomphe de la raison sur la masse. Les Allemands étaient plus nombreux. Leur technique était plus chère, plus complexe, plus technologique. Ils avaient une meilleure optique, une meilleure radio, un meilleur entraînement. Mais ils ont perdu parce qu'ils sont entrés dans une équation qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Ils comptaient sur l'épaisseur du blindage, et nous comptions sur la connaissance du terrain et la balistique du gros calibre. Nous avons opposé notre calcul à leur nombre. Et notre calcul s'est avéré plus juste. 2 obus, rappelle le chargeur. Je vois un mouvement d'infanterie près du rocher, cible groupée. Des figurines grises essaient de grimper sur les boulis, espérant s'enfuir dans la forêt. C'est inutile. La pente est trop raide. Les pierres roulent sous les pieds. Ce sont juste d'excellentes cibles sur le fond gris du calcaire. Feu! L'explosion sur la falaise provoque un éboulement. Des tonnes de roches s'effondrent, recouvrant ceux qui tentaient de s'enfuir. Nous ne sommes pas cruels, nous sommes efficaces. Laisser un ennemi derrière soi, c'est recevoir une balle dans le dos plus tard. La guerre est un travail d'élimination des menaces. Tant que l'ennemi respire, il est une menace. La route s'est définitivement transformée en succursale de l'enfer. La fumée noire se dresse comme un mur, cachant le soleil. À travers elle, percent des langues de feu, orange, rouge, violette, à cause des additifs chimiques dans le carburant. L'odeur de viande brûlée, de caoutchouc et de TNT pénètre même à travers le blindage. Cette odeur restera avec nous pour toujours. On ne peut pas la laver, on ne peut pas l'oublier. C'est l'odeur de la victoire, mais elle ne sent pas les fleurs. Elle sent la mort. Le dernier, dit le chargeur. Il prend la douille à 2 mains, comme si c'était un joyau. Le dernier argument. Les derniers 43 kilos. Un silence étrange tombe dans la casemate. Le moteur tourne au ralenti. Le ventilateur bourdonne. Mais les bruits du combat dehors se sont tus. Personne ne tire plus là-bas. Il n'y a plus personne. Le commandant cherche une cible digne de l'accord final.
tirer sur des carcasses en feu est inutile. Au centre, dans le tas de débris, pour être sûr. Le tireur pointe le canon au cœur même de l'incendie. Là où se sont entremêlés en un seul nœud 3 camions et un char léger. C'est l'épicentre de la destruction. Le coup de l'adieu, chuchote-t-il. Tire. Le canon pousse l'automoteur en arrière une dernière fois. La douille tombe avec un tintement métallique qui semble particulièrement fort. Ce son met un point final. L'obus part dans la fumée et explose quelque part à l'intérieur de la tornade de feu, éparpillant les débris brûlants encore plus loin. C'est le coup de grâce dans la tête du dragon vaincu. Maintenant, nous sommes vides. 20 obus, 20 coups au but. Coefficient d'efficacité 100%. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons arrêté l'avalanche en utilisant une seule pierre jetée au bon moment, au bon endroit. Le commandant s'écarte du panorama. Il enlève son casque et s'essuie le visage, étalant la suie. Il n'y a pas de sourire sur son visage, seulement une fatigue profonde, de plomb. Les yeux de l'ingénieur voient le résultat. La digue est bloquée. Passer ici est impossible. La technique est détruite. La force vive est liquidée. Mission accomplie. La construction nommée offensive de bataillons de chars est démontée avec succès. Nous regardons la tranchée flamboyante où se trouvait auparavant une unité d'élite de la Wehrmacht. Maintenant, c'est juste de la géographie modifiée par l'impact d'une haute énergie. Nous avons remodelé le paysage. Nous y avons ajouté du fer et de la cendre. La bataille est finie. L'histoire a commencé. L'histoire de comment une machine et 5 hommes connaissant la physique ont arrêté une armada. Maintenant, il faut partir. Partir tant que la fumée nous cache, tant que l'ennemi n'a pas repris ses esprits et appelé l'aviation. Nous avons fait notre travail. Que les équipes funéraires travaillent maintenant, si elles peuvent arriver jusqu'ici. Mécanicien, démarre. La voix du commandant sonne bas, mais dans ce silence, elle est semblable au tonnerre. On s'en va. Le moteur diesel V2K, resté muet pendant le tir pour ne pas dérégler la visée par les vibrations, reprend vie. Les 12 cylindres se réveillent avec une toux mécontente, rejetant un nuage de fumée bleue dans la forêt. Le mécanicien conducteur appuie sur l'embrayage principal. Sa jambe gauche tremble de tension. La pédale est dure, exigeant un effort de 80 kg. Et il ne reste presque plus de force. Le levier de vitesse entre difficilement dans l'encoche de la marche arrière. Les pignons de la transmission s'engagent avec un lourd cliquetis fatigué. L'automoteur SU-152, que l'infanterie a déjà eu le temps de baptiser « tueur de fauves », tressaille. Les chenilles se tendent, rattrapant le mou, et commencent à tourner en arrière. Nous partons. Nous quittons la position qui, au cours des 30 dernières minutes, s'est transformée d'un point sur une carte en épicentre de l'histoire. La machine recule lentement, prudemment, comme une énorme bête craignant de tourner le dos au danger. Mais il n'y a plus de danger. Ce qui est resté sur la route ne peut pas tirer. Cela ne peut que brûler. À l'intérieur du compartiment de combat règne un silence que même le rugissement du moteur ne peut couvrir. C'est un vide formé après le fracas monstrueux de 20 tirs. Les oreilles sont bouchées. Une note fine et désagréable résonne dans la tête, conséquence des chocs acoustiques. L'équipage est assis à sa place, affaissé comme des marionnettes dont on a coupé les fils. L'adrénaline qui les tenait en éveil est partie, laissant derrière elle une lourdeur de plomb. Le chargeur a glissé le long de la paroi de la casemate jusqu'au sol. Il est assis parmi les râteliers vides, les bras écartés. Ses doigts, crispés par la crampe, n'arrivent pas à se desserrer. Sur ses paumes, des brûlures causées par les douilles chaudes et des écorchures dues au métal.
Ce n'est pas un héros d'affiche. C'est un ouvrier qui vient de transborder seul une tonne de morts. Son visage est noir de suie. Seul le blanc des yeux et les dents sont visibles. Il respire lourdement, en sifflant, avalant avidement l'air empoisonné par les gaz de poudre. Le commandant pousse la poignée de verrouillage de l'écoutille. La lourde plaque blindée au-dessus de la tête cède difficilement. Les charnières grincent, comme si elles se plaignaient de la violence. L'écoutille bascule. La lumière et l'air s'engouffrent dans la casemate. Cet air devrait être frais, c'est quand même le matin, la forêt, les Carpates. Mais une chaleur frappe au visage, comme sortant d'un four ouvert. L'air sent le caoutchouc brûlé, la viande grillée, l'essence synthétique et le métal incandescent. C'est l'odeur de la guerre, concentrée et impitoyable. Mais même elle vaut mieux que l'atmosphère étouffante à l'intérieur de la machine. Le lieutenant se hisse sur les bras et sort de l'écoutille jusqu'à la taille. Le monde autour a changé. Le brouillard qui cachait la vallée le matin a disparu. Il a été brûlé, évaporé, dispersé par les ondes de choc. Maintenant, la visibilité est parfaite. Et cette visibilité est terrifiante. En bas, sur la digue, gît le résultat de leur travail. Un long serpent sinueux de feu et de fumée noire. 20 unités de technique ennemie. 20 structures d'ingénierie complexe, créées par les meilleurs esprits d'Allemagne, transformées en ferraille. Le tigre de tête est là, le canon planté dans la terre, son compartiment moteur brûlant d'une flamme égale et vive. La panthère, sans tourelle, ressemble à une boîte de conserve ouverte. Les camions se sont transformés en squelettes. Le Ferdinand, terreur des fronts, gît sur le ventre avec une chenille brisée, semblable à un éléphant mort. Le commandant regarde cela non pas comme le vainqueur d'une arène de gladiateurs. Il regarde comme un chef de chantier qui a terminé le démontage complexe d'un objet dangereux. Son regard glisse sur les détails. Ici, l'onde de choc s'est bien posée, bloquant le passage. Là, la détonation des munitions a fonctionné comme une charge dirigée, effondrant une partie de la falaise. Le projet est réalisé à 100%. La route est coupée, le bataillon est détruit. L'offensive est déjouée. Il ne ressent pas d'euphorie, pas envie de crier « Hurrah !» ou de lever le poing au ciel. Il n'y a que le vide et la satisfaction professionnelle. Ce sentiment est familier à tout ingénieur dont les calculs ont été confirmés par la pratique. La résistance des matériaux n'a pas failli. La balistique a fonctionné. Les hommes ont tenu. Il sort de la poche de sa vareuse un paquet de Bellomore Canal. Le carton du paquet est froissé, imprégné de sueur et d'huile machine. Les doigts du commandant tremblent. Pas de peur. La peur est partie avec le premier tir. C'est le tremblement de la fatigue. Les muscles, qui étaient en hypertonie pendant une demi-heure, se relâchent maintenant. Et le système nerveux a dératé. Il gratte une allumette. La première casse. La seconde s'enflamme. Il allume, aspirant profondément la fumée âcre du tabac. Il regarde ses mains. Elles sont noires, couvertes d'huile et de suie. Les ongles sont cassés. Ce sont les mains d'un ouvrier de la guerre. La guerre, ce ne sont pas les parades ni les beaux discours des commissaires politiques. La guerre, c'est un travail dur et sale. C'est la capacité de déplacer des charges lourdes, de tourner des écrous, de calculer des trajectoires et d'endurer des surcharges extrêmes. Et dans ce travail, notre soldat s'est avéré plus compétent. Nous ne les avons pas écrasés sous le nombre, ils étaient plus nombreux. Nous les avons surpassés par l'intelligence. Le mythe de la supériorité technique allemande finit de se consumer maintenant en bas, sur la route. Leur tigre était plus puissant, leur optique plus claire. Mais leur tactique était stéréotypée et leur assurance fatale.
Ils roulaient sur une terre étrangère comme des maîtres, oubliant que la terre est aussi une arme. L'ingénieur soviétique, assis dans la casemate de commandement, a transformé le paysage en allié. Il a vu dans la carte le schéma d'un piège et l'a refermé. C'est la victoire de la raison sur la force brute, la victoire du calcul exact sur l'arrogance. L'automoteur recule dans l'épaisseur de la forêt. Les branches fouettent le blindage, faisant tomber la suie. L'infanterie, qui était en embuscade sur les flancs, se lève des tranchées. Les soldats regardent la machine qui rampe devant eux avec un respect superstitieux. Pour eux, ce monstre d'acier noirci et sale est un sauveur. Ils ont vu comment il a broyé seul le poing d'acier de la Wehrmacht. Mais l'équipage ne regarde pas l'infanterie. Le mur entre ceux qui marchent sur la terre et ceux qui brûlent dans le blindage reste infranchissable. Le mécanicien conducteur engage habilement la machine dans un abri préparé à l'avance. « Halte !» commande le lieutenant. Le moteur cale. Le silence de la forêt revient. Mais maintenant, il est différent. Il n'y a plus la tension de l'attente. Il y a l'odeur de brûlé et le crépitement lointain des cartouches explosant dans le feu venant de la route. Le commandant jette son mégot par-dessus bord. Il fume encore dans l'herbe mouillée. Le travail est fait. Le client, la patrie, doit être satisfait. Le paiement a été effectué en vie ennemie au taux de 1%. Il redescend lentement dans la casemate. Il faut vérifier le niveau d'huile, nettoyer le canal du canon, reconstituer les munitions. Demain sera un autre jour. Il y aura de nouvelles routes, de nouvelles colonnes et de nouvelles tâches. La guerre continue, et nous ferons notre travail avec qualité, jusqu'à Berlin. Le fracas de la détonation en bas s'apaise. Il ne reste que le grondement de l'incendie. Le Su-152 se fige dans l'ombre des arbres, se fondant avec la forêt. Le chasseur a rangé son arme dans le fourreau. Jusqu'à la prochaine chasse.